côte anglaise, la côte sud, à Douvres, pour un embarquement immédiat, en car ferry bien entendu, à destination de la France, pour nous rendre dans une ville de la Sarthe, mondialement connue par tous les passionnés de sport automobile, le Mans. Les 24 heures du Mans dont le départ sera donné le week-end prochain. Pour faire cette route, 4 voitures d'exception, des anglaises bien sûr, mais dont la particularité est que chacune de ces marques a participé au moins une fois aux 24 heures du Mans. Aston Martin Vanquish S, Bentley Continental GT moteur W12, McLaren 570 GT et Jaguar F-Type SVR cabriolet. À mes côtés pour prendre le volant de ces voitures exceptionnelles ce matin, par ordre d'apparition à l'image, ou plutôt par ordre alphabétique, afin de froisser personne, Étienne Bouet, Simon Poté-Galeni, Saint-Fête Rastoder. Turbo, c'est parti. Deuxième génération du Koleos, le grand SUV de Renault répond ainsi aux attaques commerciales du Peugeot 5008 et autres Skoda Kodiaq. Renault a vraiment opté pour un typage très confortable. C'est sans aucun doute le grand SUV généraliste le plus confortable de son segment. Délai d'attente, privation de votre voiture pendant un certain temps, et si c'était le garagiste qui venait chez vous? Démonstration ce matin dans l'émission. À l'affiche de notre match, la Dacia Sandero face à la Ford K+. Le rendez-vous des deux Deutsch. Elles étaient 3000 il y a quelques semaines à parader à Nîmes. Là donc on a un avance en crâne. Berline compacte la plus vendue en France, la Peugeot 308 se refait une beauté. On en fera le tour avec Simon Poté-Galeni. Turbo, c'est parti. Alors pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, c'est dommage, vous avez raté le début, mais malgré tout, je vous rappelle que l'idée initiale, c'est ce matin de rallier la ville du Mans. Nous sommes partis d'Angleterre, nous sommes à présent sur le territoire français, dans la région du Touquet. 4 anglaises pour nous accompagner ce matin, Jaguar, Aston Martin, Bentley et McLaren. Alors Étienne, pourquoi avoir choisi McLaren? McLaren parce que c'est la plus sportive des anglaises, enfin je ne peux pas embêter mes collègues, mais avec cette 570 GT, c'est une auto sportive mais un tout petit peu polyvalente dans l'esprit de la 911. Ça fait, le choix s'est porté sur... Sur la Jaguar. Jaguar tout simplement parce que c'est l'anglaise qui a un palmarès, le palmarès le plus important finalement, avec 7 victoires aux 24 heures du Mans, surtout dans les années 50, fin des années 80-90, donc forcément elle m'a plu. Comme vous pouvez le constater, je ne crains pas le froid, donc j'ai choisi un cabriolet pour la version SVR de la F-Type, qui pour moi est justement la voiture qui se rapproche peut-être le plus de l'esprit Porsche, parce qu'elle est vraiment polyvalente celle-ci, avec un gros moteur, parfait. C'est bon. Moi c'est pas du tout dans l'esprit Porsche, c'est vraiment une anglaise, mais un peu à l'ancienne parce qu'elle a un V12 atmosphérique. Ça c'est quelque chose qui va disparaître dans les prochaines années. Donc j'en profite sur cette Vanquish S, en fait, qui est la dernière évolution de la Vanquish, un V12 poussé à 600 chevaux, une GT plus qu'une réelle sportive comme la McLaren ou la F-Type, mais sur ces routes entre l'Angleterre et Le Mans, je crois que c'est un bon choix. Alors bon, Stéphane Capella, autre journaliste de rédaction de Turbo, lui a eu beaucoup moins de peau, puisqu'il essaie pour nous maintenant la nouvelle version du Koleos qui sort en concession, 2 motorisations diesel, 4 finitions et une transmission intégrale. Stéphane Capella, le Koleos. Chez Renault, on l'a bien compris, en 2017, tout le monde veut son SUV, il faut donc un SUV adapté à chacun.
Après le Captur et le Kadjar, la marque continue d'étendre sa gamme vers le haut. Le nouveau fer de lance de Renault, c'est lui. Voici le retour du Koleos. Plus grand et beaucoup plus chic, cette deuxième génération vise un nouveau public peut-être un peu moins familial. Pas de version 7 places, mais une finition haut de gamme, initiale Paris. La marque aux losanges a-t-elle choisi la bonne stratégie pour se démarquer dans ce marché ultra encombré? Réponse sur les routes finlandaises et la région d'Helsinki. Rappelez-vous, la première génération du Koleos, une plateforme coréenne Samsung Motors, déjà ancienne à sa sortie, un comportement pâteau et un look exotique dirons-nous. Il n'avait pas grand-chose pour lui si ce n'est son confort. Du coup, on aurait pu imaginer que Renault ne conserverait pas le nom de Koleos pour renouveler son nouveau SUV haut de gamme. Bon, ça devrait pas être trop compliqué d'oublier ça, lorsque le Koleos aujourd'hui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui change? En fait, tout change, c'est vraiment une toute nouvelle génération du grand SUV français. Mais Renault n'est pas parti d'une feuille blanche néanmoins, car ce Koleos repose tout simplement sur la plateforme du Nissan X-Trail, le grand SUV japonais. Le premier constat à faire, c'est que la base technique, elle, est éprouvée, elle est fiable, et ça c'est déjà une très bonne chose. Alors évidemment, on retrouve le visage des derniers modèles de la marque Renault, avec cette grosse calandre ou encore ses optiques en forme de C. C'est une signature qui lui va plutôt bien, qui est plutôt bien équilibrée sur certains angles. Il a même des airs premium, ce Koleos, surtout dans cette finition, en tout cas initiale Paris, version haut de gamme. Il est assez consensuel en même temps, la silhouette est très simple, plutôt épurée. C'est un véhicule qui doit plaire à tout le monde, car c'est un véhicule qui se veut mondial. Alors aussi, on retrouve beaucoup d'éléments communs aux autres modèles de la gamme, adaptés à un esprit un peu baroudeur. On note surtout le grand écran vertical de 8,7 pouces et le bloc d'instrumentation numérique. La plupart des concurrents aimeraient profiter d'une ambiance aussi chic et moderne. Mais encore une fois, c'est vraiment dans cette finition haut de gamme initiale Paris qui se distingue réellement ce Koleos. La sellerie cuir bicolore est magnifique, les appuis-têtes sont ultra confortables, les finitions sont plutôt bien, avec ce cuir surpiqué, avec des inserts assez originaux. Bon alors, certains matériaux ne sont pas encore à la hauteur du premium, mais c'est vraiment pas non plus là où on l'attend ce Koleos. Globalement, c'est plutôt une bonne surprise. Là où on attend réellement le Koleos, c'est sur son hospitalité. Contrairement à ses principaux rivaux, celui-ci n'est pas proposé en 7 places. Pour ça, Renault peut compter sur le Grand Scénic et l'espace. Le Koleos se limite à 5 vraies places. Pour certains, ce sera rédhibitoire, mais pour d'autres, au contraire, une qualité décisive lors du choix. Alors à l'arrière, lorsque les concurrents ne jurent que par la capacité d'accueil, le Koleos, lui, privilégie la qualité. On est confortablement installé, Renault n'a pas voulu faire de compromis, pas de banquette coulissante pour moduler l'espace avec le coffre. Le principal est que les passagers soient très bien installés, et c'est le cas. On dispose même de prises USB, de sièges chauffants, c'est assez inédit dans le segment. Bien qu'il privilégie le confort, le Koleos reste pragmatique et le coffre n'est pas en reste. Presque 580 litres et même 1800 litres d'un claquement de doigts, grâce à une modularité bien pensée, c'est dans la moyenne. Niveau prestations routières, lorsque les concurrents misent sur un comportement de plus en plus dynamique, parfois aux dépens des fondamentaux, Renault prend le contre-pied. Alors la bonne nouvelle pour la clientèle Renault, et peut-être pour ceux qui avaient acheté le premier Koleos pour son confort, eh bien, avec cette toute nouvelle génération, ils ne seront vraiment pas déçus. Renault a vraiment opté pour un typage très confortable. C'est sans aucun doute le grand SUV généraliste, le plus confortable de son segment. Alors effectivement, ce confort se fait un petit peu au dépend du dynamisme. On sent quand même pas mal de mouvements de caisse, c'est pas très précis. C'est quand même un gros engin et le centre de gravité est haut perché. En même temps, j'ai envie de vous dire, qui irait conduire un Koleos comme une sportive? Normalement, ça se conduit en bon pour la famille. Côté moteur non plus, le Koleos ne fait pas comme tout le monde, 2 moteurs seulement au catalogue et 2 diesels. Renault se concentre sur le cœur du marché, et tant pis pour les autres. Au niveau mécanique, qui dit prestation haut de gamme, dit bon moteur. Et pour le coup, sur ce Koleos, le moteur le plus puissant, c'est un 2 litres diesel d'origine Renault de 175 chevaux. Un très bon moteur, c'était même la référence il y a 10 ans. Le seul reproche qu'on pourra lui faire, c'est de ne plus vraiment être à la page en termes de niveau sonore, en termes de vibration, car c'est sûr, on l'entend, mais ce moteur, c'est la seule offre disponible si l'on veut profiter à la fois de la transmission 4 roues motrices et de la boîte automatique. D'ailleurs, un petit mot sur cette boîte automatique. Sur ce Koleos, on ne retrouve pas la boîte à double embrayage d'origine Renault, la boîte ETC, mais une boîte à variateur et de mécanique Nissan. Alors, j'en vois déjà qui créent l'infamie, mais non, on n'est plus dans les boîtes à variateur d'il y a 10 ans.
Aujourd'hui, elles savent se contenir, elles sont même très agréables. Et en ville, surtout, on profite d'une douceur de fonctionnement optimale et d'une rapidité exemplaire. Franchement, même une boîte à double embrayage ne fait pas mieux. Valorisant, très confortable et bien placé côté tarif, le nouveau Koleos possède tous les ingrédients d'une recette à succès, en tout cas pour le marché asiatique auquel il se destine en priorité. Chez nous, ce sera plus compliqué face aux Peugeot 5008 et Skoda Kodiaq, qui font le bonheur de la clientèle avec leurs 7 places et leur mécanique plus moderne. Mais le Koleos possède une dernière carte à abattre pour se démarquer, une vraie transmission 4 roues motrices avec les prestations qui vont avec, de quoi laisser en bas de la montagne ces deux concurrents. Et tout ça se fait avec une facilité assez déconcertante. On a toujours l'impression qu'on va se renverser, c'est quand même assez incroyable ces capacités des 4x4. Shit. Voilà à présent étape intermédiaire au Touquet Paris-Plage sur notre route à destination du Mans, puisqu'à une semaine du départ des 24 heures, nous avons résolu de vous offrir ce tracé entre l'Angleterre et la Sarthe, route que vont emprunter dans une semaine nombre de tifosi anglais amoureux évidemment de ces marques anglaises qui ont participé et qui participent encore aux 24 heures. Alors ça, c'est pendant une semaine. Quant à l'actu de cette semaine, la voici maintenant dans Turbo. Si la conquête de Mars n'est pas pour tout de suite, sachez que le véhicule d'exploration, lui, est déjà prêt. Baptisé Mars Rover, cet engin impressionnant de 8,50 m de long pour 2,7 tonnes est 100% électrique et solaire. Équipé de roues de 50 pouces et capable d'atteindre les 110 km/h, il pourra accueillir 4 astronautes. Ne reste plus qu'à connaître la date de son départ. C'est une nouvelle qui vous rappellera peut-être de mauvais souvenirs. Une étude menée par nos voisins britanniques vient de révéler que les erreurs de navigation des GPS de nos voitures nous feraient perdre 29 heures par an au volant. Entre les mauvaises directions, les problèmes de mise à jour ou encore les ordres confus, la perte de temps est colossale. Plus grave, 52% des sondés avouent même ne plus regarder les panneaux de signalisation. À ce sujet, votre avis nous intéresse. Seriez-vous encore capable de vous déplacer sans GPS? Nous attendons vos réponses sur turbo.fr. Avouons-le, la Logan n'est pas la voiture la plus sportive du marché. Et pourtant, regardez un peu de quoi elle est capable. Étonnant, non? Dans ce spot de pub musclé, la division russe de la marque met en scène, non sans humour, notre berline low cost en redoutable chasseuse de chrono. Les meilleurs supercars de la planète n'ont qu'à bien se tenir. Aventure toujours, mais à l'espagnol cette fois, pour prouver que sa Leon Experience est une redoutable alternative au SUV, Seat lui a tout simplement fait traverser le Sahara. Dunes, plaines arides, cailloux, rien n'a été oublié. Si ce break baroudeur à transmission intégrale n'était pas prédestiné à se retrouver dans cette fâcheuse situation, il s'en sort au labo. Faire avancer la mobilité en vivant son rêve, c'est le pari que s'est lancé Samuel Marie. Au volant de son Mercedes, cet homme devenu tétraplégique à la suite d'un accident va prendre la route pour un tour du monde inédit. Sur 1 an et demi, 60 000 km, 3 continents, 16 pays. Donc un bon petit périple et de quoi s'en mettre plein l'ignorette. À bord de son Sprinter spécialement aménagé pour vivre en complète liberté, il inaugure un nouveau mode de déplacement pour personnes handicapées. Départ de ce merveilleux périple le 3 juillet prochain aux États-Unis. Depuis 1997, le break baroudeur à la sauce suédoise, c'est le cross-country. Volvo renoue cette année avec la tradition
en présentant une variante de son luxueux V90 destiné aux familles avides d'aventure, doté d'une transmission intégrale permanente, de renforts de carrosserie en plastique et surélevé de 6 cm 5. Ce break premium est à laisser cette semaine sur turbo.fr. Et pour finir en beauté, voici le Mozart de l'échappement et du rupteur. D'accord, très bien. Formidable. Alors, ça fait, sans dévoiler des secrets de fabrication internes à Turbo, on peut dire que la sélection des 4 automobiles anglaises s'est faite sans tirage au sort, mais elle répond à une vraie passion, un vrai coup de cœur pour toi, comme pour Simon, comme pour Étienne, comme pour moi. Alors moi déjà je voulais me démarquer, c'est la seule voiture de la bande à proposer un toit escamotable, donc un cabriolet. Et puis Jaguar est tout simplement le constructeur britannique qui a le plus beau palmarès aux 24 heures du Mans. 7 victoires, alors surtout dans les années 50, avec notamment la fameuse Type D, qui était la première voiture à proposer donc en course des freins à disque. Et c'est ce qui faisait la différence à l'époque, donc de 55, 56 et 57, vraiment de très belles années pour Jaguar. Alors, ça fait de cette F-Type SVR, tu la connais d'autant mieux que ce n'est pas la première fois que tu en prends pour Turbo le volant. Mais là, est-ce que ça t'a apporté de nouvelles choses, de nouvelles connaissances? Il s'agit quand même de la Jaguar la plus puissante, en tout cas qui a été produite. 575 chevaux, un moteur 5 litres compresseur qui est vraiment très très expressif. D'ailleurs, on peut l'entendre sur la route avec ses échappements. Alors, petite chose, SVR, c'est l'équivalent d'AMG chez Jaguar et chez Land Rover. Oui. Donc ça veut dire que là, on a essayé d'extraire le maximum de performance à partir de la Jaguar F-Type. Mais là, on a apporté 25 chevaux supplémentaires et surtout, on l'a allégé. Alors 25 kg, comment on peut alléger une voiture comme celle-ci? Tout simplement, eh bien, par exemple, ici, on voit les échappements, eh bien, ils sont en titane. Là, on gagne 16 kg. Alors la particularité également, Dominique, de la version SVR, c'est qu'elle est proposée uniquement en 4 roues motrices. Et ça, tu es plutôt fan. Ah bah oui. Avec des voitures de plus de 500 chevaux, c'est beaucoup mieux. Et pourtant, elle se comporte pratiquement comme une propulsion. Elle est relativement chère pour une F-Type, mais par rapport à la concurrence, elle est très intéressante. Alors, quelle qu'elle soit, une voiture, comme chacun le sait, se restaure, se répare, s'entretient. Cela dit, pour diverses raisons qui peuvent vous concerner au quotidien, vous n'avez pas nécessairement envie ou la possibilité d'aller chez un garagiste. Sachez que de plus en plus, les garages peuvent venir jusque chez vous, jusqu'à vous. Enquête pour Turbo. Réparer et entretenir son véhicule, ça coûte cher. En moyenne, les Français dépensent 700 € par an, et pour beaucoup d'entre eux, c'est souvent une perte de temps. Pour en finir avec ces contraintes, il existe une solution. Faire appel aux mécaniciens à domicile. Leur prix serait en moyenne 20 à 30% moins cher que ceux des garages classiques. Mais peut-on leur faire confiance? Est-ce réellement avantageux pour le porte-monnaie des clients? Pour le savoir, nous avons comparé leurs prestations avec celles des grandes concessions automobiles. La réponse, dans Turbo. Bréval, dans les Yvelines, c'est sur cette route départementale de la région parisienne que nous retrouvons Philippe Guyot, kinésithérapeute. Il est propriétaire d'une Opel Insignia depuis 2 ans. Pour son entretien, il la confie à son concessionnaire. Mais problème, le prix de la prochaine révision s'annonce très élevé. La deuxième révision qui correspond à la révision des 60 000, au bout de 2 ans, on est aux alentours de 700, facilement 700 €, oui. Pour alléger la facture, Philippe a trouvé la parade sur Internet. Il prend rendez-vous avec un mécanicien à domicile. On trouve différents sites avec des prix attractifs. Quelques heures plus tard seulement, un professionnel arrive chez lui pour la révision des 60 000 km. Il y a la révision, le filtre à huile, le filtre à gasoil, le filtre à air et le filtre habitacle. Guillaume se déplace dans un rayon de 40 km.
Dans son camion, c'est un véritable garage ambulant. Chez ses clients, il peut réaliser 80% des opérations courantes. On a donc une servante tout équipée avec de l'outillage de haute qualité. On a bien sûr un établi avec un étau. On a ce qu'il faut pour un niveau propreté. Philippe, lui, ne perd pas de temps à emmener sa voiture au garage. Autre avantage, il peut vérifier sur place si les réparations sont correctement effectuées. Tout se passe bien? Tout se passe bien. Là, j'ai quasiment fini. Je suis en train de faire la pression des pneus. Oui. Quand on dépose sa voiture chez le concessionnaire, on voit rien. On arrive, on dépose la voiture, on attend, il se passe quelque chose dans l'atelier, on voit rien. Là, l'avantage, c'est qu'on est directement avec le mécanicien, il vous explique, il vous montre. Sur la facture, pas de surprise, le prix est connu à l'avance. Pour Philippe, c'est déjà moins cher que l'ancienne révision réalisée chez son concessionnaire. Là, on est à 232 et là, nous étions à 297 pour une révision des 30 000. Donc là, il n'y a pas photo, c'est quand même moins cher. À l'arrivée, 65 € d'économie. Si Guillaume peut proposer des tarifs compétitifs, c'est grâce à son camion. L'aménagement lui a coûté 20 000 €, 10 fois moins qu'un garage fixe. Des prix moins chers qu'en concession. Pour en avoir le cœur net, nous accompagnons Philippe en caméra cachée dans son garage habituel. Pour sa voiture, nous demandons un devis pour la révision des 60 000 km. Un mécanicien se déplace jusqu'au véhicule. Donc là, il y aurait les plaquettes de frein arrière qui seraient à faire, d'accord? Le garagiste veut changer les plaquettes de frein arrière, ce qui va faire grimper la note. Ah, c'est des révisions entre 350 et 400 €. D'accord. Comptez 400 € avec les plaquettes de frein arrière. 400 € dans ce garage, contre 230 auparavant, mais sans les plaquettes de frein. Pour les remplacer, le mécanicien à domicile les facture une centaine d'euros, pièces et main-d'œuvre comprises. C'est toujours moins cher. Pour départager les deux prestations, nous avons montré nos images à Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Sur la formule à domicile, il met en garde les automobilistes. Son conseil, bien définir ses besoins avant de faire appel à ce service. Le garagiste à domicile, il va faire 80-90% des tâches courantes sans problème pour changer des petites pièces d'usure et il va se retrouver dans une situation d'impossibilité s'il faut changer une pièce impressionnante sur une voiture. Je pense, tiens, un alternateur sur une Mercedes classe A, il faut déposer le moteur à l'avant. Et là, c'est compliqué, il ne va pas faire ça sur un coin de trottoir. Il va falloir du temps de main-d'œuvre, il va falloir être dans un centre auto. Trop limité en termes d'équipement, les mécaniciens à domicile ne pourraient pas réaliser de grosses réparations. C'est aussi l'avis de Philippe Debouzy, directeur de cette concession en région parisienne. Ce professionnel est catégorique. Pour certaines tâches, impossible de travailler sans un pont élévateur. Et ce dernier va en faire la démonstration avec une opération très délicate. Le changement d'une courroie de distribution. Vous voyez la difficulté de passage par en dessous, le cheminement de la courroie qui est assez complexe. Le faire par-dessus, c'est pratiquement pas possible. Et en fait, on n'est jamais certain du résultat. Là, le technicien va pouvoir monter la voiture, voir par-dessus, voir par en dessous, si le cheminement est bien passé, et ainsi de suite. Donc, c'est une opération qui nécessite absolument un pont élévateur, ça c'est clair. Aujourd'hui, le garage à domicile représente moins d'1% des réparations. Mais il séduit de plus en plus de particuliers. Il est moins cher que le réseau des marques, pour des garanties et des pièces équivalentes. Une solution qui dépanne, à condition de bien diagnostiquer les problèmes de son véhicule. J'aime le son du pot d'échappement le soir au fond des bois. Le soir, pas tout à fait. Au fond des bois. Vous pouvez pas tout trahir non plus. Quelle sonorité. Ouais. Tiens, donne-moi ton avis sur la Bentley. L'élégance, la classe. Je trouve qu'elle te va plutôt pas mal. Je te remercie. Je dis pas que c'est parce que t'es élégant, t'es classe, mais... Non, mais c'est une voiture d'un âge avancé. Oui, à tout point de vue d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas récente celle-ci. Hein. Exactement. C'est vraiment la maturité et c'est une voiture qui est très élégante, assez massive, plutôt monolithique, moi je trouve. Oui, hein, c'est le mot qui convient parfaitement. Voilà, ouais. Elle est monolithique, elle est très épurée, un design assez simple finalement. Je trouve que les feux que l'on aperçoit là, eh ben, ça serait bien d'en changer un petit peu. Ouais. Hein. Écoute, moi globalement, c'est une voiture, on en ferait son quotidien les uns et les autres. Hein, mais c'est une voiture, je trouve, qui a vieilli. Alors elle est 2002, modifiée en 2012, elle a évolué un petit peu. Bon,
sans être matraquant, elle a pris un coup de vieux. Normalement, elle devrait être renouvelée avec un nouveau modèle l'an prochain, en 2018. C'est quand même une jolie bête qui approche les 2 tonnes 3. Qui dépasse les 2 tonnes 3. Ouais, et qui frôle aussi les 280 000 euros. On va quand même pas faire les fines bouches et continuer au rythme comme ça l'émission jusqu'au Mans. Et s'intéresser maintenant avec Stéphane Capella. Alors là, on passe vraiment d'une extrémité à l'autre à 2 autos, la Ford K+, face à la Dacia Sandero. A tout de suite. C'est la voiture low cost par excellence, mais aussi le modèle le plus vendu en France aux particuliers. La Dacia Sandero est l'un des plus grands succès commerciaux de ces dernières années. Pas vraiment étonnant lorsque l'on est seul au monde. Mais c'était sans compter sur Ford qui vient tout juste de lancer la K+. Fabriquée en Inde pour le marché européen, cette nouvelle venue ne se veut pas low cost, mais comme un concentré de rationalité. Une Ford à prix cassé contre une Dacia suréquipée, c'est le match du jour. Bon Antoine, si je comprends bien, si tu avais un peu plus de 10 000 € à investir dans une voiture neuve, ton choix se porterait sur cette Dacia Sandero. En effet, comme la plupart des Français, parce que la Sandero c'est la voiture la plus vendue en France, eh bien c'est l'une des options que je retiendrai pour 11 000 €. On a une motorisation cœur de gamme avec un équipement ultra complet, tout simplement. Je pense qu'elle est imbattable. Bon, imbattable, c'était peut-être le cas avant que Ford ne lance cette K+, mais aujourd'hui, pour un tarif relativement similaire, on n'a pas une voiture low cost. Ford la présente un cran au-dessus. Et tu vas voir qu'à l'issue de ce comparatif, tu seras convaincu que la meilleure affaire, c'est elle. Eh bien, c'est la confirmer alors. On va voir ça. C'est parti. Présentation des forces en présence. La Sandero démarre au tarif imbattable de 7 990 €, mais il faut déjà compter plus de 10 000 € pour profiter des équipements modernes, de la finition haut de gamme et même près de 11 500 € pour l'un des moteurs les plus intéressants, à savoir le petit essence TCE 90. La K+, quant à elle, débute à 9 990 €. Bien plus cher donc, mais les prix ne s'envolent pas ensuite avec les équipements et le bon moteur. Environ 11 700 € pour la finition haute et le bloc essence 1,2 litre de 85 chevaux qui devrait être choisi par 80% des acheteurs. À équipement équivalent, la différence de prix entre les deux modèles ne s'élève donc qu'à 340 € seulement, presque anecdotique, mais voyons plutôt en détail les prestations de chacune. Bon, déjà esthétiquement, on peut voir quand même pas mal d'économies réalisées sur ta Sandero. Des enjoliveurs, des poignées de porte plutôt basiques, pas de rappel de clignotant sur les Je vois exactement où tu veux en venir, je t'arrête tout de suite, c'est grâce à ça que sur toute la chaîne, on arrive à grappiller quelques euros et donc à tirer les prix vers le bas. Alors forcément, c'est pas très sexy au bout du compte. Hein. Bon, en tout cas, en ce qui me concerne, je défie quiconque de me dire que cette K+ a été conçue à l'économie. Elle ressemble tout simplement à une Fiesta. Oui, une Fiesta, tant qu'on la regarde de face, c'est vrai, mais je crois que c'est subjectif, donc on va aller prendre quelques avis. Dacia Sandero, Ford K+, laquelle préférée? La Dacia. La Ford K+. La Ford. Pour quelle raison? Je sais pas, elle m'inspire plus la qualité. La Dacia. Pourquoi? Je préfère cette forme. Je préfère quand même Ford, c'est pas du low cost. Donc en fait là les deux voitures sont au même prix. Je dirais la Ford. Je trouve qu'elle fait plus masculine. Plus féminine et la couleur rouge aussi. Elle a un style plus racé quoi. Donc j'ai l'impression que j'irai plus vite, hein, peut-être, je me trompe. Vous préférez la Ford. Le verdict est sans appel, la K+ plaît davantage que la Sandero. Le premier point du design lui revient donc 1-0 pour la Ford. En termes de format, 14 cm séparent la K+ de la Sandero, dont 10 cm rien qu'au niveau de l'empattement. Évidemment, ces centimètres se retrouvent à bord. La Sandero dispose d'un coffre à la fois plus pratique et nettement plus vaste. Aucun avantage côté place arrière, les deux modèles disposent d'une habitabilité comparable. Par contre, la K+ se rattrape aux places avant. Présentation bien plus moderne, matériaux de meilleure facture et finition plus soignée. La Sandero paraît bien fade à côté et on voit surtout bien plus l'optimisation des coûts. Du moins, avant de se pencher sur les équipements, car contrairement à Dacia, Ford ne propose pas de GPS, même en option. Mais la K+ fait vraiment la différence. Au niveau de la position de conduite, bien plus agréable, il n'y a pas photo. Bilan de la vie à bord, la Sandero est la plus habitable, mais la K+ est la plus agréable à vivre. Allez, un point partout. Sandero, je pense qu'on part avec une longueur d'avance. Déjà, on dispose d'une vraie gamme de motorisation assez complète, donc forcément plus de polyvalence. On a aussi une boîte automatique proposée
Et contrairement à la K+, un diesel est disponible. Alors même si c'est vrai qu'aujourd'hui le diesel est plus vraiment en odeur de sainteté, il faut bien l'avouer, eh bien au moins l'offre a le mérite d'exister, et pour les gros rouleurs, ça peut être intéressant. Bon, je te le concède Antoine, la mécanique, c'est pas vraiment le gros point fort de cette Ford K+, qui pour le coup ne propose qu'un seul moteur à son catalogue, un 4 cylindres essence, en 2 niveaux de puissance, 70 et 85 chevaux, c'est notre modèle d'essai. C'est pas un foudre de guerre, mais c'est un moteur qui n'est pas du tout désagréable, surtout en ville. En revanche, sur voie rapide, à partir de 110 km/h, on cherche un petit peu le 6e rapport, et malheureusement, c'est une boîte 5. Alors on le voit très bien sur ces routes sinueuses, l'un des gros points forts de cette K+, c'est vraiment son châssis. Elle l'a récupéré de l'ancienne génération de Ford Fiesta. C'est donc une plateforme tout de même assez moderne, en tout cas bien plus que celle de ta Sandero, désolé Antoine. Pour le coup, ta Dacia, elle fait pas le poids. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi Stéphane, elle ne fait pas le poids cette Sandero dans le sens où elle pèse quand même 100 kg de moins que la K+. Alors ça profite à la sobriété, aux performances, on l'a déjà dit. Par contre, en termes d'agilité, mais je dois reconnaître qu'elle va devoir un petit peu s'incliner. Elle n'est pas tout à fait aussi précise, ni aussi franche dans ses réactions. Ça, c'est un des indices de la conception un peu plus ancienne de la Sandero en termes de châssis, en termes de structure. Par contre, ça reste très confortable, on ne peut pas tout avoir. Avantage niveau mécanique pour la Sandero, mais la K+ se démarque pour ses qualités routières. Une nouvelle fois, on enregistre un point partout. Au décompte des points, cela fait donc 3-2 en faveur de la K+, qui gagne donc de peu ce comparatif grâce au vote subjectif du public finalement. Nous aurons constaté que les économies n'ont pas été réalisées de la même manière chez Ford et Dacia. Les plus pragmatiques retiendront donc l'habitabilité et les tarifs imbattables de la Sandero, tandis que d'autres trouveront l'agrément général de la K+, bien plus important à leurs yeux. Une victoire en demi-teinte donc, mais une victoire quand même pour la K+. Le vent, tiens, justement, c'est un des arguments majeurs de cette voiture, avec un profil à couper le souffle. Ouais, complètement. C'est une auto qui fait la part belle à l'aérodynamique, ça c'est clair. C'est une voiture qui a été découpée réellement pour être la plus efficace possible. On sent que McLaren, maître, je dirais, de la Formule 1 au moins, est passé par là. Alors la puissance, rappelle-la nous. 570 chevaux, c'est la puissance en fait la moins élevée en fait, des 4 voitures que nous avons amenées pour ce road trip. Et on a une voiture très légère, conçue autour d'une structure monocoque en carbone, sur laquelle on a apposé une robe en aluminium. Donc c'est une auto extrêmement véloce, agile je le disais, 1350 kg, c'est pas beaucoup. Et le moteur, parce qu'on ne parle pas du moteur, mais c'est un V8 biturbo, 3,8 litres. Un moteur qui est capable de monter jusqu'à 8500 tours, ce qui est quand même magique pour ce type de motorisation. Et ça en fait une auto extrêmement rapide et surtout très efficace et très plaisante à conduire, tu verras. C'est assez incroyable. Mais c'est une auto qui, à mon sens, se situe entre Ferrari et Lamborghini. On a la technologie d'une Ferrari et un peu la bestialité d'une Lamborghini. C'est un peu entre les deux. Comme quoi, tu vois, je suis pas très habitué à monter dedans. Je ne trouve plus la manière de voir la Alors porte. regarde, non mais c'est vrai. C'est un saut, non? Alors c'est caché. Bon, c'est caché, c'est là, voilà. Et tu vas pouvoir constater même le travail de la porte. Ça, c'est le charme de les. Ça, c'est quand les même assez ouvertures. extraordinaire parce que, alors bon, d'abord porte en élite, bon, ça c'est pas nouveau en soi, mais c'est quand même superbe. Et tout le découpage en fait aérodynamique qu'il y a sur la porte avec un aileron latéral, carrément, tu vois, on le voit bien, hein, il est bien intégré, on passe la main. Et tout ça permet évidemment au vent, à toutes les dépressions que la voiture subit, eh bien, de s'échapper très très facilement. Tu nous ferais partager ton plaisir en s'asseyant à côté de toi? Oui. Allez, on y va. On y va? Oui. Alors, Étienne, sans oublier également que nous nous rendons au Mans pour un petit peu honorer toutes ces marques, et notamment McLaren, Oui, ont participé, tout à fait. à la grande épreuve. Voilà, avec cette fabuleuse voiture. Rappelle-toi, hein, la F1 GTR, qui était une voiture extraordinaire, sortie eh bien, de Woking, voilà, et qui a été conçue pour Le Mans, voilà, sur l'édition, la 63e en 95.
Et contre toute attente d'ailleurs, la F1 GTR pour sa première participation a gagné la première, la troisième, la quatrième, la cinquième place et la 13e. Finalement, c'est plus sonore à l'extérieur. C'est surtout intéressant à partir de 4000 tours. Oui. Tu vois? Oui, là, ça partait bien. C'est une voiture qui est quand même relativement polyvalente, tu vois, on conduit sereinement, il n'y a pas de problème. On peut presque l'utiliser quotidiennement et on a une sportive vraiment superbe. Cela étant, on est quand même surpris de prime abord par le côté très dépouillé de l'habitacle. Oui, mais c'est l'esprit anglais. C'est vraiment très anglais ça. On aime ce côté où on met tout derrière, c'est-à-dire dans le moteur, l'auto, voilà, faite vraiment pour le plaisir de conduite. Et je trouve que c'est d'une efficacité, mais ah oui, c'est redoutable. Ça saute aux yeux et aux oreilles. Ouais, ça le fait. Ah oui, là le châssis il est réglé au purée. Voilà, alors là je t'ai mis le châssis le plus sportif. Cela étant, on va aller beaucoup moins vite maintenant. Beaucoup moins vite parce qu'il s'agit de deux pattes, de deux chevaux. Un grand rassemblement de deux chevaux à Nîmes. Et oui, on aime bien, nous, voilà, on passe du blanc au noir, du noir au blanc, c'est turbo. Et c'est parti. Loin de ses arènes, Nîmes s'apprête à accueillir la rencontre nationale des deux chevaux, 24e édition. Ce sont près de 3000 Dush qui sont attendus pendant 4 jours. Au programme, réunion de passionnés, découverte des modèles mythiques, mais aussi un marché aux pièces détachées, Comme la pièce d'origine, totalement douteuse. des sorties sur circuit et même un concours de démontage. Vous allez voir qu'on peut rouler à peu près tout ce qui a un moteur de 2 chevaux, mais alors vraiment tout. À commencer par cette 2 chevaux bicéphale, le bipat. Côté bleu, t'as le capot, c'est l'ancienne des années 50-58. Et de l'autre côté, des années 90, lui, il est l'HM, double corps, alternateur. Ça, c'est le dernier moteur de la 2 chevaux. Ce monstre à 2 têtes se pilote à 2 conducteurs avec un réservoir central et les 2 volants indépendants permettent de réaliser quelques figures. Si ça nous reprend l'envie, on enferme quelqu'un. On enferme quelqu'un, aussi sec, là, tac, on met une bouteille autour de la bouteille. Maintenant on crable, j'en mets, voilà. Là, c'est mon crable favori. Là, donc, on avance en crable. Alors il faut bien le reconnaître, avancer en crabe, ça ne sert pas à grand chose. Mais c'est possible. Les 30 hectares de la manifestation offrent d'ailleurs un florilège de créations originales, parfois aux frontières de la 2 chevaux, et voire un peu au-delà. C'est une acadienne, elle est passée au contrôle technique, après je sais pas qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est vraiment important? C'est probablement le seul endroit où vous pourrez voir une légion romaine charger une 2 chevaux de pompiers. Vous avez ici un moteur qui est capable de propulser absolument n'importe quoi. Là, on tracte une motopompe qui fait à peu près dans les 300 kg, sur lequel on met à peu près 300 kg d'eau, ça fait 600 kg, mais à la moindre côte, ça rentre plus. Mais pour monter en catégorie, il faut se rendre sous la tente du musée. Parmi les stars de films présentes, un de ces véhicules est en deuil. Récemment décédé, Roger Moore l'a piloté dans un épisode de James Bond. Cette 2 chevaux de 1981 était en fait la voiture personnelle de Carole Bouquet, qui joue également dans le film, en espérant qu'elle l'ait bien assurée. Parmi les modèles mythiques, nous avons retrouvé la première 2 chevaux cross. Elle fut conçue pour le raid Paris-Persépolis de 1970 en Iran. Ils voulaient passer un mois de vacances originales, connaître l'aventure. Ils ont pris la route de Kaboul. Une aventure imaginée il y a près de 50 ans par Citroën. Les 2 chevaux préparés pour ce raid disposaient d'un double réservoir proposant une autonomie de 1000 km, mais tout le reste était d'origine. Car initialement, la 2 chevaux avait été pensée pour une tenue de route à toute épreuve. Il fallait qu'une 2 chevaux puisse embarquer 4 personnes adultes et qu'on puisse mettre à l'arrière une douzaine d'œufs, un panier avec des pommes de terre, quelques bagages
traverser un champ de labour sans qu'aucun œuf ne casse. Mais si vous cherchez vraiment des sensations fortes, à bord d'une 2 chevaux ou de sa petite sœur la Diane, et si vous n'avez pas peur quand ça tangue un peu dans les virages, il y a le circuit de l'Aidenon. Et même à 70 km/h, accrochez-vous. Et si ça ne roule pas encore assez vite, le Méhari Club de Cassis peut y remédier. Voici Dougie, littéralement la contraction de Dush et de Buggy. Toute la base est celle des 2 chevaux, donc le châssis, le moteur, la boîte, le capot sont ceux d'une 2 chevaux. Le kit carrosserie, vraiment, c'est l'arrière du véhicule et ce toit très caractéristique. Et lorsqu'on prend la route, on se rend vite compte que Dougie ne brille pas que par son design. Là, on est sur un moteur, le bicylindre 602 cm3, là, qui est à peu près pareil, qui développe 34 chevaux. Mais je dirais la performance de la voiture réside dans son poids, puisqu'on a une voiture qui fait un peu plus de 500 kg. Le peu de confort intérieur qui existait a été retiré. Il n'y a plus de ceinture, il n'y a plus rien. Donc chaque kilo est important. Évidemment, c'est ce qui donnera la performance à la voiture. Enfin, on ne peut pas se réclamer de schiste si on ne prend pas un peu plaisir à mettre les mains sous le capot. Et même un peu plus. Allez, L'association Conceptocar organise chaque jour un concours chronométré de démontage et remontage de 2 chevaux avec une seule règle à la clé. Sans outils, hein. Les outils, c'est ça, on a le droit à ça, et puis les gens, va falloir porter, va falloir agiter ses petits doigts. Dans moins de 2 minutes, on la démonte, en moins de 2 minutes, on la remonte. Si on est bon, si on est bon. Le challenge peut paraître absurde, mais au royaume des Dush, c'est une journée ordinaire. Alors certes, Simon, elle n'est plus chez elle, puisque nous avons quitté depuis quelques jours maintenant l'Angleterre, Dour, pour faire ce road trip jusqu'ici sur le circuit du Mans, mais en quelque sorte, elle est un petit peu maison-maison, puisque voilà, elle est devant ses 3 consoeurs qui vont disputer les 24 heures du Mans. 3 voitures usines. Exactement, V8 Vantage GTE. Ce sont effectivement les voitures qui sont engagées sur les 24 heures du Mans par Aston Martin Racing. Ok. Alors, parle-nous de celle-ci avec laquelle tu as fait la route. Et quelle route? De temps en temps, je surprenais celui-ci sur ton visage et puis j'entendais les ronronnements du moteur. C'est un vrai pied de rouler là-dedans. Exactement, ça donne vraiment la banane, le sourire jusque-là, parce qu'il y a quelque chose, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qu'on ne va plus faire, c'est un V12 atmosphérique, c'est-à-dire un moteur que l'on déguste très très haut dans les tours. Ça se conduit très bien vraiment sur des voyages au long cours comme on a pu faire, c'est-à-dire que c'est une voiture qui offre beaucoup de puissance, mais en même temps, elle ne casse pas le dos. On déguste vraiment la route avec le bruit du moteur, sans non plus aller trop fort en sportivité, mais après c'est vrai que si on veut se faire plaisir, on a quand même 600 chevaux sur cette Vanquish S, et du coup, on peut quand même rouler un peu vite quand on le veut, quand on le souhaite. Quand on le peut. Et quand on le peut aussi. Alors on va passer, Simon, à toute autre chose, puisqu'au cours de tes plannings, tu as eu l'occasion d'essayer récemment la Peugeot 308. 308 restylée, exactement. La compacte la plus vendue en France. Voiture de l'année il y a 3 ans, qui se refait une petite beauté. Peugeot d'ailleurs, dont on murmure, Simon, qu'il pourrait bien revenir ici au Mans. Carlos Tavares... ça serait très très bien. Ah, ça serait bien. On commence à changer les roues, nous on va changer de registre avec Simon Potegalini toujours. Et la 308 restylée Peugeot. La Peugeot 308 est ce qu'on appelle un modèle incontournable du monde automobile. Voiture de l'année 2014, berline compacte la plus vendue en France depuis sa sortie, la 308 a très largement trouvé son public.
Oui, mais voilà, après 3 ans de carrière, l'heure de l'immanquable restylage est venue. Nouveau moteur, nouvelle boîte de vitesse et aide à la conduite en pagaille, la 308 parfait sa dotation pour maintenir la concurrence à distance. Alors, mise à jour réellement nécessaire, passe-passe marketing, réponse dans notre essai. C'est sur les bords du lac de Königssee dans le sud de l'Allemagne que la 308 nous attend. Restylage oblige, pas question de dénaturer le style de la française. Les designers se sont donc concentrés sur la face avant. Le capot a été rallongé, la calandre plus verticale accueille désormais le lion et les prises d'air ont été redessinées. Un léger coup de crayon qui a le mérite de la rendre un peu plus sexy qu'auparavant. Vous venez de le voir, la nouvelle Peugeot 308 restylée ne brille pas franchement pour ses changements esthétiques. La grande nouveauté se trouve ici, sous son capot, avec l'adoption d'un bloc inédit chez le groupe PSA, le nouveau 1,5 litre Blue HDI de 130 chevaux. Plus puissant de 10 chevaux malgré sa cylindrée inférieure, ce nouveau moteur a profité de nombreuses technologies, notamment un système de combustion inédit directement repris de la Peugeot 908 victorieuse aux 24 heures du Mans en 2009. Rien que ça. Je vais vous faire une petite confidence, il est vraiment très difficile de voir les différences entre l'agrément de ce nouveau 1,5 litre Blue HDI 130 et celui qu'il remplace, l'ancien moteur de 120 chevaux. Il est certes plus puissant, 10 chevaux supplémentaires, mais à l'usage, eh bien c'est strictement la même chose, le couple est identique. Finalement, le vrai intérêt, c'est qu'il respecte d'ores et déjà les normes anti-pollution de NOx prévues pour 2020 et qu'il gagne légèrement en consommation. Peugeot annonce un gain de 4 à 6%, c'est-à-dire qu'on obtient une consommation mixte d'environ 5,5 litres au 100 km. C'est plutôt intéressant et surtout, cette consommation pourra baisser encore plus dans les mois à venir lorsque Peugeot mettra à disposition de ce moteur la nouvelle boîte automatique à 8 rapports qui est pour le moment réservée au Blue HDI 180. Mais la 308, c'est surtout un comportement routier considéré comme l'un des meilleurs de sa catégorie. Les ingénieurs de chez Peugeot n'ont donc pas touché au châssis, préférant se concentrer sur les aides à la conduite. La berline au lion reprend ainsi la panoplie sécuritaire inaugurée sur le grand frère 3008, régulateur adaptatif, freinage d'urgence, alerte de franchissement de ligne ou encore système de surveillance d'angle mort font leur apparition en option. Seul regret, l'absence du high cockpit de seconde génération uniquement réservé aux 3008 et 5008. La berline compacte bénéficiant simplement d'un nouvel écran tactile d'infodivertissement. Vous l'aurez compris, la Peugeot 308 n'avait pas franchement besoin de ce restylage. Il lui permet simplement de combler son retard technologique tout en enrichissant sa gamme moteur. Une mise à jour qui fait légèrement augmenter ses tarifs, mais qui lui permettra sans doute de conserver sa place de numéro 1 en France. Et là, correct, la raison est arrêtée avec la Toyota numéro 7. Numéro 2, faut manquer après 5 km. Il y a un coup d'éclat, histoire de faire le buzz. Alors, il est le mieux placé pour suivre l'ensemble de la course, le mieux placé aussi pour voir la cérémonie du podium, quoiqu'il est à côté des vainqueurs. Il est la voix des épreuves auto, moto et camion sur ce circuit du Mans. Et cette voix, eh bien, on lui met un visage. Bonjour Bruno Rodostic. Bonjour Dominique et bienvenue en ces lieux. Alors, ça fait, j'ai cru comprendre, 24 ans. C'est chouette, c'est un symbole, 24 ans, 24 heures. 24e année à partager la passion du public pour la course et donc à la commenter. Speaker, hein, c'est le mot consacré, voilà, ça c'est l'outil du speaker, le micro. C'est-à-dire que tu racontes aux gens qui ne sont pas nécessairement au courant de tout parce qu'ils sont au village, ils sont dans les tribunes, les phases de la course qui se passent à l'instant T. En fait, il faut que le public s'approprie la course, voir passer une voiture blanche, puis une rouge et puis une jaune et verte, c'est bien, mais au bout d'un moment, on va vite décrocher. Il faut la comprendre, la course. Il faut que le spectateur se dise, je suis venu aux 24 heures du Mans, j'ai vu et j'ai su ce qui s'est passé. Quand on sait ce qui se passe, on s'intéresse encore plus à la course, c'est ça la feuille de route. Mais tu tiens à peu près 24 heures, il y a une période où tu vas te coucher, tu te couches dans ton bureau. 4 heures de sommeil très léger, là où on peut, voilà. On t'a déjà dit que tu avais une très bonne voix radio. Ça s'est produit, oui déjà, bah, merci beaucoup. Merci Bruno, à merci Dominique, à très très bientôt. Je vais rejoindre l'équipe pour le final. Ouais, au plaisir, bye bye.
Voilà, alors à l'issue de notre road trip en anglaise entre Douvres, l'Angleterre et le circuit du Mans, nous voici donc arrivés au but final sur ce circuit mythique des 24 heures. Ouais, vous l'entendez, vous le voyez, on est encore en train de peaufiner le circuit avant la course. Alors à propos, un rapide tour de table, messieurs. Étienne, pour toi, Le Mans, c'est quoi? Le Mans, pour moi, ça signifie la course. C'est le temps réellement de la compétition. Toutes les marques ont été, à un moment donné ou non, représentées. Qu'il y a des différences de voitures, de catégories, qu'elles peuvent se doubler à des vitesses inavouables et on reconnaît les autos au bruit des moteurs. C'est ça qui fait la différence. Ça fête. Alors moi, 92 et 93, victoire des 905, des Peugeot. Alors première année, victoire avec un pilote français, Yannick Dalmas. Et puis le triplé, un an plus tard, avec Eric Hellary et Christophe Bouchu en tant que vainqueur. Mais alors, c'est une image qui m'a marqué, j'étais encore assez jeune. Et je me souviens des 905 qui paradaient à l'arrivée avec les drapeaux. C'était magique. Et franchement, si j'ai un conseil à donner, venez au Mans parce que c'est quelque chose qui vous marque la vie. Voilà. Il y a des centaines de millions de téléspectateurs et 266 000 spectateurs présents l'an dernier, un record à battre. Toi, le jeune de la bande. Ben voilà, moi j'ai un petit peu moins d'expérience, je suis un peu plus jeune, donc c'est un crash moi, qui m'a marqué, c'est en 99. C'est Mark Webber sur sa Mercedes CLR qui a 330 km/h. Bah, tout simplement, il s'envole, il fait plusieurs tonneaux en l'air et il finit pas sur la piste, à l'extérieur. Vraiment, il passe par-dessus les grillages, à deux doigts de se taper contre les arbres. Et moi, je me suis demandé comment on peut s'en tirer après un crash pareil. Bon, vous ne me posez pas la question, mais moi je vais vous le dire parce qu'elle est à jamais gravée dans mes mémoires. 1967, ça remonte loin, mais c'est la bagarre monumentale, magistrale entre les Ford de l'usine, les GT40 MK4 et les Ferrari d'usine, les 330 P4. Elles font 1 et 2 à l'arrivée, Gurney Foyt, Parks, Scarsfiotti, extraordinaire. Nous avons été ravis de vous accueillir à nos côtés ce matin à bord de nos 4 anglaises pour ce road trip entre l'Angleterre et la France. Collectivement, on vous embrasse. Ciao, ciao. Salut. Salut.